Alors, voyons deux exemples importants pour illustrer ces histoires de dérivées partielles et de composition. Vous gardez l'énoncé sous les yeux. Exemple 20. Le plan sera toujours le même. Il y a des calculs un peu techniques, par contre, on prend bien le temps. La première chose que je vous conseille, c'est de faire votre diagramme. Donc vous, ce que vous voulez exprimer, enfin, vous avez U et V en fonction de X et Y, donc je les mets au milieu. Donc finalement, j'ai X, Y qui se transforme, enfin, on applique X plus Y de X plus Y, là c'est U, là c'est V. Au bout du compte, j'ai G de UV qui sera égal à F de XY. F, c'est donc G rond gamma. Alors, où G égale F rond gamma moins 1. Bon, donc ça c'est mon diagramme. Ensuite, les justifications. Il faut savoir qu'elles ne sont pas importantes pour le calcul. C'est-à-dire que, à la limite, si vous ne faites pas ça, c'est pas dramatique. Enfin, disons que ça vous empêchera pas de faire l'essentiel du calcul. Voilà, on en reparle éventuellement après. Mais il faut quand même que, moi j'ai envie de poser f égale g moins gamma, est-ce que j'ai le droit de poser g? C'est-à-dire, est-ce que gamma est bijective? Parce que là, g elle est posée de façon implicite. Un peu comme pour les changements de variables dans les équations différentielles. G égale f en gamma moins 1. Bref. Donc il faudrait justifier que g existe et que f et C2 si élément 6, g et C2. Alors oui, ça marche parce que gamma est bien une bijection de R2 vers R2. En effet, si je me pose la question d'inverser ce système U égale X plus Y, V égale 2X plus Y, sans problème, je trouve X égale moins U plus V, Y égale 2U moins V. Donc il y a une et une seule solution pour tout UV appartenant à R2. Ok. J'aurais pu aussi travailler matriciellement d'ailleurs puisqu'on a des applications linéaires en fonction de X et Y. Bon. Donc, on peut donc poser G égale F en gamma moins 1, et gamma moins 1 sont de classe C2, ce sont des fonctions affines à chaque fois des deux variables. Bon, alors d'après la règle de la chaîne, avec F égale G rond gamma, comme gamma et G sont C1, F est C1, et en fait ça marche aussi avec C2, et comme G égale F rond gamma moins 1, gamma moins 1 et FC1 implique GC1, et pareil pour C2. Ok, passons au calcul. Là, il va falloir prendre son temps parce que le fait qu'il y ait des dérivées d'ordre 2, ça va compliquer un peu l'histoire. Alors, on va commencer par la dérivée d'ordre 1. J'applique la règle de la chaîne. Comment je calcule df sur dx? J'ai mon diagramme qui est un petit peu plus haut, et puis j'ai le cours, pas de souci. Donc la grosse dérivée, ça va s'exprimer en fonction des deux dérivées intermédiaires. D rond f sur d rond x, d rond g sur d rond u fois d rond u sur d rond x, puis d rond g sur d rond v fois d rond v sur d rond x. Du sur dx, c'est tout simplement 1, puisque u c'est ok, et dv sur dx, c'est 2. Ok. Alors, ça me fait... là, c'est particulièrement simple, parce que comme c'est affine, il n'y a pas de x dedans. Bon, voilà. Ça me fait, avec des notations volontairement compactes dans tout l'exercice, sinon ça va être trop compliqué, parce que idéalement, il faudrait mettre df sur dx pris en xy, et c'est dg sur du pris en g de u de x de y, v de x de y, bref. Donc, ça vous fait d rond f sur d rond x égale d rond g sur d rond u plus 2 d rond g sur d rond v. Jusque-là, je pense que vous n'avez pas de problème. Sauf que nous, dans notre équation dérivée partielle, il y a des dérivées d'ordre 2. Alors, pour pas se tromper, c'est très simple. Il faut que vous donniez un nom à d rond f sur d rond x. Vous l'appeliez f1 de xy. Et f1 de xy, c'est aussi g1 de uv. Si bien que ce diagramme qui existe entre f et g, il existerait évidemment le même entre f1 et g1, avec le même gamma. Et donc, comment je vais calculer d de f sur dx2? Donc, j'insiste bien sur ces notations-là. Eh bien, d de f sur dx2, c'est la dérivée par rapport à x de f1. Sauf que d sur dx de f1, j'utilise ma règle de la chaîne. Comme f1 de xy, c'est g1 de uv. Ça fait dg1 sur du fois du sur dx qui n'a pas changé, c'est 1. Plus dg1 sur dv sur dx qui est 2. Ok? Bon, ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors, sauf que dg1 sur du, cette fois-ci, regardez ici. G1, ça, vous savez, dérivé par rapport à u. dg1 sur du, ça fait d2g sur du2, plus 2 fois d2g sur du dv. Vous voyez? Je dérive ça par rapport à u, pas de problème. Et ensuite, je dérive g1 par rapport à v, pas de problème. Je vais avoir des termes croisés ici en du dv et là en dv du, mais comme g et c2, je vais avoir finalement que d de f sur dx2, c'est d de g sur du2, plus 4 fois d de g sur du dv, plus 4 fois d de g sur dv2. Je vous laisse faire tout seul d de f sur dy2, c'est très important de refaire exactement la même chose tout seul.
refais une petite pause. Alors, on y va doucement. D de f sur dy, vous appliquez votre règle de la chaîne. Avec cette fois-ci du sur dy et dv sur dy qui valent tous les deux 1, puisque vous avez eu x plus une fois y, 2x plus une fois y. Et donc, ça vous fait dg sur du plus dg sur dv, et je vous conseille de l'appeler g2 du uv et aussi f2 du xy. Sauf qu'à nouveau, f2 et g2 sont liés par le même diagramme que les petit f et petit g, et donc quand je vais calculer d2f sur dy2, c'est la dérivée par rapport à y de f2, et donc j'applique ma règle de la chaîne exactement comme celle-là, hein. dg2 sur du fois du sur dy, etc. Celui-là n'a pas changé, c'est 1, celui-là n'a pas changé, c'est 1. Quant à dg2 sur du, il suffit de dériver par rapport à u cette somme-là, donc ça me fait d2g sur du2 plus d2g sur du dv, et pareil pour d2g sur dv, dg sur dv du, d2g sur dv2. Par le théorème de Schwartz, ces deux dérivées croisées sont égales, et donc j'ai ceci. Je vous laisse faire d2f sur dxy, la dérivée croisée, c'est pareil, un tout petit détail près. Eh bien, dérivée croisée, vous pouvez réutiliser ce que vous avez utilisé. d2f sur dxy, c'est la dérivée par rapport à x de f2. Vous auriez pu aussi, bien entendu, utiliser la dérivée par rapport à y de f1. Et donc, je fais la règle de la chaîne par rapport à x, donc ça fait d2g sur du sur dx, d2g sur dv, dv sur dx. du sur dx, c'était tout à l'heure 1, là c'est 2, et d2g sur du, on l'a là, je recopie juste, et là je recopie. Et donc ça me fait... voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Petite pause, on va évidemment remplacer dans l'équation. Quand je remplace dans l'équation, donc j'ai réécrit l'équation ici, eh bien d2f sur dx2, je remplace par ce que j'ai tout à l'heure, d2f sur dx dy, c'est ici, et d2f sur dy2, c'est là. Je remplace, il y a pas mal de choses qui partent, regardez les termes en du2, vous en avez 1, moins 3, ça fait moins 2, plus 2, donc ça fait 0. En dv2, vous avez 4, moins 6, ça fait moins 2, plus 2, ça fait 0. Et donc, il vous reste d2g sur dv du égale 0. Bien sûr, parce que là, vous vous rappelez encore une fois que du dv et dv du, c'est pareil. Ok. Alors maintenant, on s'interroge. C'est intéressant que vous posiez la question. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est dans le cours. Mais à retrouver très vite. À quelles conditions d2g sur dv du égale 0? Si et seulement si g est de la forme h de u plus k de v, avec h et k qui sont c2. Je n'ai pas refait les étapes intermédiaires. Allez les voir, c'est dans le cours. Voilà. Comment conclut-on? Eh bien, on conclut puisque u égale x plus y et v égale 2x plus y, f est solution de E si et seulement si g est de cette forme-là, et f de xy, c'est g de... Peut-être que ça serait bien de le réécrire, hein, c'est g de x, x plus y, 2x plus y, donc on y avait ça. Attendez, hop. Il peut être bon de rappeler ici hein, que f de xy, c'est g de uv. Vous mettez juste g de uv, ça suffit. Hein. Voilà. Ok. Et donc, f est solution de E si et seulement si f est de la forme h de x plus y plus k de 2x plus y avec h et k de classe C2. Vous pouvez, si vous voulez, vérifier que ça marche, mais c'est pas nécessaire. On a bien travaillé par équivalence.